Donald Trump libéré depuis hier de ses ennuis judiciaires, du moins les plus encombrants et compromettants comme les poursuites liées à l'attaque du Capitole, mais qui a décidé de tenir l'une de ses principales promesses de campagne, augmenter les droits de douane et ancrer plus encore l'Amérique dans un protectionnisme aigu. Alors concrètement, que va-t-il se passer? À quelle sauce Donald Trump va nous servir ce plus beau mot du dictionnaire? Écoutez bien les réponses avec ce sujet signé Nancy Rice. Pour moi, le plus beau mot du dictionnaire est droit de douane. Cette phrase, il l'a martelée pendant toute sa campagne. Alors hier, il s'est fendu d'un long message sur son réseau social pour annoncer que dès son investiture en janvier, les taxes sur tous les produits canadiens et mexicains allaient augmenter de 25% et de 10% sur ceux provenant de Chine. Des premières mesures économiques à l'allure ultra-protectionniste, une guerre commerciale qu'il avait commencé déjà avec la Chine lors de son premier mandat à coup de décret. Pour lui, c'est un moyen de pression. J'adore les tarifs douaniers. Je peux faire n'importe quoi à n'importe qui grâce aux tarifs douaniers. Je peux empêcher les gens de faire la guerre, je peux nous empêcher de faire la guerre. Le mot tarif douanier est le plus beau. Cette fois, il explique qu'il va mettre en avant des raisons de sécurité nationale pour court-circuiter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ces raisons, l'afflux de drogue aux États-Unis, en particulier le fentanyl qui inonde le pays, un trafic d'opiacés que la Chine ne parvient pas à maîtriser selon lui. La drogue et l'immigration illégale venue du Mexique et du Canada. Donald Trump avertit qu'il lèvera les droits de douane si ces trois pays règlent ces problèmes. Un chantage économique donc. Cette annonce a fait l'effet d'une onde de choc un peu partout dans le monde. Les pays concernés, pourtant ultra dépendants, tentent de minimiser en expliquant que les États-Unis dépendent d'eux, eux aussi, notamment de l'énergie canadienne, de l'électronique chinois. Côté européen, on s'attend également à une offensive américaine. Et c'est avec plaisir que l'on accueille Jérémy Guèze. Merci Jérémy d'être avec nous et vous allez participer à notre débat. Douane, Donald Trump lance une guerre commerciale. Voilà le bandeau. Est-ce qu'on est vraiment rentré dans une guerre commerciale? Est-ce que pour Donald Trump, le plus beau mot du dictionnaire, c'est taxe, taxe, taxe? Oui, en tous les cas, le risque est bel et bien là. Est-ce qu'il va se matérialiser? Pour moi, c'est la véritable question. Et il a dit que son mot préféré dans le dictionnaire, c'était effectivement tarif douanier et non pas protectionnisme. Parce que je me demande si c'est effectivement le risque de protectionnisme est bel et bien là, mais on est rentré dans une ère extrêmement transactionnelle. Et pour moi, Donald Trump est juste en train de poser les cartes sur la table. On pourrait le faire autrement, ça fait très peur. Mais je pense que si le reste du monde veut essayer de maîtriser ce phénomène Trump, il va falloir qu'on collectivement se rende compte qu'on est rentré dans une ère de transaction de la mondialisation très différente du passé. N'oublions pas que c'est l'homme qui a écrit l'art du deal, qui est très très loin de l'idée de trouver des compromis. C'est plutôt s'engager dans un bras de fer et que le plus fort gagne de manière ultime. C'est véritablement ce qu'il va falloir apprendre à faire ou réapprendre à faire avec Donald Trump. Magali, vous connaissez bien les États-Unis. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez suivi la campagne. J'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil avec Donald Trump. Le problème, c'est que ça risque de faire mal quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est la méthode Trump. C'est-à-dire d'abord un coup de poing, c'est-à-dire l'annonce de hausse massive des tarifs douaniers, le coup de poing, et après on négocie. C'est la façon de faire de Donald Trump, et en effet, il va falloir s'y habituer parce que cette méthode très transactionnelle, c'est vraiment dans l'ADN du fonctionnement de Donald Trump. Et d'ailleurs, et c'est ce que nous rappelle le sujet de Nancy Rice, c'est il annonce qu'il va prendre au jour 1 de son arrivée dans le bureau ovale ces augmentations de taxes, mais il le lie en même temps à l'immigration illégale, à l'arrivée. Mais c'est un deal, c'est même une forme de chantage. Oui, c'est le chantage version Trump, c'est-à-dire vous réglez le problème des migrants qui arrivent sans contrôle sur le territoire américain, la question du fentanyl, où là il dit notamment que la Chine n'a pas assez fait pour justement essayer de limiter les trafics, et après on pourra peut-être
diminuer ces tarifs douaniers. Mais il le voit vraiment comme un moyen de pression, pour essayer de défendre la balance commerciale aussi américaine. Et c'est vrai qu'il va falloir s'y faire et que l'Europe va être dans le viseur à un moment ou à un autre. C'est une évidence de Donald Trump. Et nous, Français, aussi. Il y a eu ces menaces sur le vin, sur le champagne français. Sur les produits luxe. Elles vont certainement revenir aussi. L'automobile également. Ce que pointent quand même les économistes, c'est que Donald Trump doit faire attention en maniant cette question des tarifs douaniers, parce que quelle est la conséquence? C'est une hausse de l'inflation. Et les Américains, ils ont condamné finalement l'administration démocrate à cause de cette inflation, des 20% d'inflation pendant le mandat Biden. Donc c'est un jeu aussi assez dangereux, parce qu'il va falloir faire attention justement au panier de la ménagère américaine. C'est elle aussi qui a choisi Donald Trump. Vous dites oui? Oui, parce que ce n'est pas le seul péril d'ailleurs. Alors d'abord, approche transactionnelle, moi ça m'amuse toujours un peu, parce qu'en termes délicats, ces choses-là sont dites. C'est effectivement du blackmail, c'est du chantage. C'est ça, la transaction à la Trump. Par ailleurs, outre l'inflation, qui effectivement est un péril, puisque c'est là-dessus en partie qu'il avait fondé sa critique de l'administration sortante, il y a quand même des précédents de représailles. Je me souviens de l'affaire du soja, où l'administration Trump, premier acte, avait dû quand même sortir 14 milliards de dollars par an pour les agriculteurs américains du fait des représailles chinoises sur le soja. J'ajoute aussi qu'il y a des ripostes qui se mettent en place. Le Canada, qui est visé, on l'a vu, a rappelé qu'il jouait un rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique de l'économie américaine. Et puis, je parlais de chantage. Le Mexique, franchement, pour le fentanyl, qui est effectivement un phénomène épouvantable qu'il faut tuer dans l'œuf si possible. Ça et l'immigration, c'est très compliqué. Voilà, et l'immigration. Et puis un dernier point qui est un paradoxe. Quand on regarde les nominations récentes, et Dieu sait qu'il y en a eu, on s'aperçoit qu'il y avait un des super faucons du protectionnisme qui, pour le moment, a été mis à l'écart, et qu'à l'inverse, les Elon Musk et compagnie sont tout sauf des protectionnistes. Ce sont des libéraux ou des libertariens, en plus, qui sont plutôt hostiles aux tarifs et aux barrières douanières. Dernier élément... Musk qui fait son marché, que ce soit du côté de Moscou, du côté de Pékin et même du côté de Téhéran. Qui produit ces Tesla en Chine. Dernier élément qui semblerait indiquer quand même que ces rodomontades inquiètent à Pékin, la Chine a redit il y a quelques heures qu'elle était ouverte au dialogue sur ce registre et a rappelé, ce qui est absolument vrai d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas de vainqueur en cas de guerre commerciale ouverte et totale. J'avais guess. Est-ce que Donald Trump doit faire attention également à sa population, à ses électeurs, parce qu'ils ont voté notamment pour lui, parce que les prix de l'immobilier flambaient, parce que les prix pour remplir un frigo étaient devenus totalement délirants. Donc est-ce qu'à votre avis, Trump joue avec le feu? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, la réponse aurait été oui pour n'importe quel autre président. Et je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Magali. Quand on combine les tarifs douaniers et la pression sur l'immigration, ça pourrait effectivement créer une nouvelle vague d'inflation qui pourrait être extrêmement coûteuse au Parti républicain. Et je pense que la nuance est importante, c'est que je ne sais pas si Donald Trump en a quelque chose à faire en fait. C'est-à-dire que lui, de toute façon, il est limité constitutionnellement, il ne va plus pouvoir se présenter. Tout ce discours qu'il tient autour des droits, des tarifs douaniers, de l'immigration, c'est extrêmement cohérent par son image de marque qui a toujours été sa première priorité. Et puis je pense que la tentation de croire qu'après lui le déluge, ma foi, elle s'applique sacrément bien, cette logique, en tout cas à Donald Trump. Et si vous voulez, je suis un petit peu gêné par cette idée de chantage. Oui, effectivement, c'est du chantage. C'est l'immobilier, l'homme de l'immobilier new-yorkais qui est en train de parler là. Mais si vous voulez, Trump a bon dos. Les rivalités géopolitiques qui reviennent, je dirais comme un coup de fouet, sont extrêmement importantes et on le sait depuis assez longtemps. Sous Joe Biden, on a eu l'Inflation Reduction Act qui a un peu capté tous les investissements vers les États-Unis et surtout les investissements qui auraient pu se faire en Europe vers les États-Unis. On est rentré dans une nouvelle ère de rivalité. Trump le sait. Trump essaye de jouer la carte de l'Amérique. Et souvent, quand on parle des vulnérabilités des États-Unis et de comment ça peut créer un incendie aux États-Unis, on a tendance aussi à oublier
tous les dangers que ça pose pour l'Europe aussi, si elle ne se réveille pas et si elle ne se rend pas compte que la réalité géopolitique, elle est bel et bien là, même si on s'est efforcé de la gommer pendant tant d'années, avec un certain succès, mais plus autant qu'avant, en tous les cas aujourd'hui. Très intéressant. Et si d'ailleurs Donald Trump avait raison au moment où on se bat et on négocie avec un accord, un traité qui s'appelle le Mercosur, est-ce que le protectionnisme n'est pas une bonne façon, en tout cas selon Trump, c'est-à-dire avec des muscles au moment où on met de la pression sur ses concurrents? Écoutez ce que dit ce matin le ministre allemand de l'économie. Tout ce que je sais, ce sont les déclarations de Donald Trump pendant sa campagne électorale, et je ne veux pas spéculer sur la manière dont les choses vont se dérouler. En même temps, la décision d'hier soir pourrait être une indication qu'il est très sérieux. Premièrement, l'UE doit réagir de manière unie et ne pas se diviser en 2 ou 3 blocs de pays, mais s'exprimer en tant qu'Europe unie. Deuxièmement, comme il a été dit à juste titre, nous devons faire comprendre qu'en fin de compte, tout le monde est perdant. Les États-Unis, la zone économique des États-Unis et l'Europe. Quand on voit le comportement des Allemands sur le dossier du Mercosur, se dire que l'Europe doit être unie, ça peut laisser sourire. Oui, moi je pense que c'est effectivement un enjeu. De toute manière, le vent de l'histoire, c'est que l'Union européenne doit être autonome sur tous les plans. Donc très bien ce que dit Trump. On a l'impression que c'est un soldat qui joue. Enfin, c'est un grand enfant qui dit voilà, toi je vais te taxer, je vais te taxer. Très bien. Ça, en premier lieu, oui, ça fonctionne quelque temps. Mais après, il y a l'effet boomerang. L'effet boomerang, on l'a vu d'ailleurs quand on isole certains pays par des protections douanières ou que l'on met des restrictions extrêmement importantes. Qu'est-ce qui se passe ? En interne, les gens sont obligés de s'organiser et du coup deviennent peut-être moins dépendants. Donc, ou trouvent de nouveaux alliés. Exactement. Et donc l'effet boomerang, à mon avis, il est totalement sous-estimé par le président Trump. Vous pensez la même chose ? Là où je rejoins à l'évidence Jérémy Guès, c'est qu'au fond, les Républicains, à commencer par Trump soi-même, n'ont pas l'apanage des violations des règles du commerce international. On a vu des mesures de nature protectionniste, alors présentées dans un emballage un peu plus soyeux, sous les administrations démocrates aussi. Si l'Europe n'a pas été capable de mettre en place une stratégie de riposte à ce moment-là, il est un peu tard pour qu'elle le soit aujourd'hui. C'est un peu ça quand même la limite de l'exercice. En plus, ce que disent les Allemands, c'est il faut y aller tous unis. Alors que quand Trump a été élu, Magali, les premiers qui sont allés avec une corde pour se faire pendre et une robe de bure, on est bien d'accord, ce sont les Allemands. Donc voilà, j'ai envie de te dire que Trump joue sur du velours avec l'Europe au moment où, pour le coup, on devrait être fort. Enfin, chaque État devrait être fort. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à Donald Trump ? De défendre son pays ? C'est l'Amérique. Son économie, pardon. Personne n'est surpris par les premières déclarations de Donald Trump, qui vont vraiment dans la droite ligne de ce qu'il a promis pendant toute la campagne. S'il a fait un carton dans les swing states, dans les États clés du nord des États-Unis, dans cette Amérique désindustrialisée, c'est justement parce que depuis 2016, il plaide pour détruire tous les accords de libre-échange avec le Mexique, avec le Canada, qui ont poussé à des délocalisations massives. Et il a dit on va refaire venir les usines, on va reproduire américain. Et c'est vrai que Joe Biden, finalement, a été dans la droite ligne de cette stratégie-là. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise avec Donald Trump. On sait exactement ce qu'il va faire. Et oui, parce que, pardon, sous votre contrôle, mais entre l'administration Biden sur le protectionnisme, on va dire ça comme ça, et l'administration Trump, à part les mouvements d'épaule et les mots forts, il y a une grande différence ou pas ? Il y a un affichage chez Donald Trump qui est extrêmement fort. Après, il y a des menaces aussi qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que là, il dit 10% de droits de douane en plus avec la Chine. Pendant la campagne, il a dit c'est 100%. Donc, on peut aller dans une guerre commerciale qui peut potentiellement être vraiment décuplée. D'où cette angoisse que l'on voit dans la bouche du ministre allemand. Les Allemands sont en première ligne, évidemment 4e partenaire commercial des États-Unis, et pourraient vraiment payer cash une augmentation des droits de douane. C'est pour ça que là, aujourd'hui, l'Allemagne appelle à la solidarité de l'Europe pour faire face à, en effet, la politique douanière de Donald Trump. C'est une solidarité avec une grosse variable.
variable voilà, d'ajustement ou à géométrie variable. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est étonnant que la Chine soit que de 10%. C'est presque ça la surprise de l'annonce. Par rapport au discours qui a été fait auparavant. On va poser la question à Jérémy Guez. Pourquoi 10% seulement sur la Chine? Et si on allait plus loin, est-ce qu'on devrait s'inspirer des méthodes de Donald Trump pour tenter de résister, et notamment face à Donald Trump? Oui, pourquoi 10% sur la Chine? Et je serais même tenté de pousser la logique plus loin. Et pourquoi plus 25% sur le Canada finalement? Autant le Mexique, et j'espère qu'on comprendra mon sarcasme, c'est le problème de la drogue et de l'immigration. Et bien entendu, je ne souscris à rien de ce que Donald Trump dit, mais il y a une certaine logique dans la tête de Donald Trump. Celle du Canada, plus 25%, je ne comprends pas. Je vous dirais qu'on est véritablement dans la posture, et une posture de négociation. Les républicains ont rationalisé le phénomène Trump pendant des années en nous disant Donald Trump est une figure politique sérieuse, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au sérieux. Alors quand le ministre allemand, dont on vient d'entendre les propos, nous dit c'est très sérieux, je me demande dans quelle colonne il faut se placer. Est-ce qu'il est très sérieux parce qu'il s'engage dans une posture de négociation et dans un bras de fer avec l'Europe, et tout ça va disparaître au fur et à mesure qu'on essaiera de trouver un compromis, ou alors est-ce qu'il va vraiment falloir craindre pour l'avenir du libre-échange? Moi, je vous dirais, qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue de l'Europe? Eh bien, réaffirmer que les Européens sont peut-être les adultes dans ces négociations-là, réaffirmer tous les principes qui ont été au cœur de la construction européenne, sans faire preuve de naïveté. L'autonomie stratégique qui est chère au président et qui a été mentionnée sur le plateau n'est pas incompatible avec tout ça. On peut se protéger, mais continuer d'essayer d'investir dans ce système duquel on a encore des dividendes à tirer. Et je pense que comprendre que c'est une posture et qu'on peut encore le faire bouger, eh ben, ce n'est pas abandonner et ne pas être résigné face à une nouvelle réalité américaine qui est structurelle et qui n'est pas forcément que celle de Donald Trump.